Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans JVA GT Sport pour ce 5e numéro, émission sportive mensuelle qui retrace tout le sport genevois. Salut Clément. Salut Pierre. Alors on se retrouve pour ce mois de novembre qui sera très riche en tennis. Voici le sommaire. Le Geneva Open de tennis se déroulait à la Queue d'Arve du 25 octobre au 2 novembre dernier. Reportage. Encore du tennis avec la déjà ultra célébrissime finale de Coupe Davis entre la Suisse et la France. Nous étions du côté de la fan zone de Palexpo pour prendre la température. Le point sur le volley et le basket. Du football avec Servette qui pouvait prendre la tête du championnat face à Chafouz. Le résumé plus également une interview de Jocelyn Roux à la fin du match. La traditionnelle mise au point des autres ligues genevoises de football. Et ainsi que le hockey avec le Genève Servette Hockey Club qui relève la tête, reflet commenté du match face à Ambry Piotta. Et pour terminer, les traditionnels infos suisses. Comme habituellement à chaque fin d'année, le centre sportif de la Queue d'Arve aux Acacias se transforme en tournoi de tennis pour accueillir un tournoi Challenger. Nous avons pu rentrer dans l'univers de cette compétition lors du samedi 1er novembre, jour des demi-finales. Le Geneva Open fait maintenant escale dans la salle de la Queue d'Arve pour se disputer en indoor depuis 2011. Tournoi réputé, anciennement Barclay Open entre 1980 et 1990, cet événement a vu passer quelques très grands joueurs comme Roger Federer ou Stefan Edberg. En 2014, ce tournoi faisait partie de la catégorie Challenger, le premier échelon en dessous de l'ATP World Tour, qui compte des tournois de niveau 250, 500 et 1000. Il a quand même été élu meilleur tournoi Challenger en 2013. Néanmoins, le Geneva Open passera à la catégorie Masters 250 en 2015. Il sera joué une semaine avant Roland-Garros, sur terre battue, au Club des Olives. Quelques jours avant la nomination, nous avons pu demander à Marc Rosset, directeur du tournoi, comment avançait ce projet et quelles seraient les conséquences de ce changement de catégorie. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties dans la presse. Il y a des gens qui ont une date de tournoi qui doivent de toute façon organiser un tournoi. Donc ils aimeraient l'installer à Genève. Maintenant, il faut encore l'accord de l'ATP. Il faut trouver des sponsors parce qu'un tournoi 250, on parle d'un budget de 2,5 millions. Donc c'est beaucoup d'argent. C'est le mois de mai. Donc, c'est dans 5 mois. Donc pour l'instant, moi je suis pas plus au courant que vous ou ce que je lis dans la presse. Donc, je suis pas la bonne personne pour vous renseigner sur ça. Mais c'est ça tout le problème d'un ATP 250, c'est surtout la date. Quand j'ai repris un peu l'organisation de ce Challenger qui avait lieu au Brésil-Mirmont au mois d'août, je l'ai mis à la fin d'année parce que tous les joueurs qui sont 80, 100, ils ont envie de gagner des points ATP pour assurer leur place à l'Australian Open en début d'année. Donc voilà, d'avoir une date de tennis, c'est bien, mais il faut surtout avoir une date de tennis qui fasse sens dans le calendrier pour les joueurs et qui soit bien placée. Et le problème de la date de Düsseldorf, c'est qu'elle est après 2 Master 1000, donc les Nadal, les Federer qui ont beaucoup joué dans les Master 1000, il y a une semaine de repos et il y a Roland Garros, et le tournoi tombe pendant cette semaine-là. Donc ce sera très très compliqué de faire venir un Nadal ou un Federer, à mon avis c'est impossible. Ce sera difficile d'avoir un plateau relevé en sachant qu'il y a Roland Garros derrière. Quand je dis un plateau relevé, c'est un plateau comme le tournoi de Bâle ou des choses comme ça. Après d'avoir un plateau relevé pour les joueurs qui sont 80, 60, qui sont des super joueurs de tennis, ça c'est pas compliqué, mais si vous voulez vraiment avoir des têtes d'affiche qui fassent que les gens viennent, soient excités, tout ça, à part Federer, Nadal, Djokovic ou Murray, mais ces 4-là, ils sont intouchables pour un ATP 250. Cette année, le plateau du tournoi est exceptionnellement élevé, avec la venue de joueurs comme Simone Bolelli ou Marcos Baghdatis, le vainqueur de l'édition 2014. Quel a donc été le bilan sportif de cette semaine très riche? Écoutez, moi je m'occupe surtout de la partie sport, donc je suis content du tableau qu'on a eu. On a 2 joueurs top en demi-finale. C'est d'un côté c'est Bolelli, l'Italien qui était il y a quelques semaines à Palexpo pour la demi-finale de la Coupe Davis. Et puis Baghdatis qui est un ancien membre du top 10, finaliste à l'Australian Open. Et voilà, j'espère que c'est peut-être salaud pour les 2 autres joueurs, mais j'espère qu'on pourra assister à une finale Baghdatis-Bolelli parce que ce sera vraiment un super match de tennis. Cela a fait la une de tous les journaux, l'apothéose selon la Tribune de Genève, mais encore un grand merci pour le matin et un merci pour ce moment pour le 20 minutes.
L'équipe suisse de Coupe Davis s'est imposée devant la France pour remporter son premier saladier d'argent. Bien entendu, la fête fut extraordinaire. Alors, il y avait l'ambiance à Lille, mais aussi bien à Palexpo ou encore à Lausanne, où les supporters se sont réunis pour fêter la victoire. Retour sur un week-end qu'on peut qualifier d'émotif, de magique, historique ou encore héroïque. Une grande page de l'histoire s'est écrite dans le livre de Swiss Tennis. Un chapitre même si l'on considère l'engouement et la ferveur que cette Coupe Davis a produit. Et cette fois-ci, Roger et compagnie ne se sont pas privés de jouer leur meilleur tennis, malgré plusieurs questionnements avant le début des rencontres du vendredi, avec notamment le dos de Federer qui était sur toutes les bouches des fans helvétiques. Ici à Palexpo, en présence d'un supporter assez fervent avec tout l'attirail, comment vous sentez cette rencontre? Je suis un peu stressé, mais on verra comment ça se passe avec un double. J'ai fait un double de Coupe Davis, c'est terminé en 7 heures. Il y a un autre double qui s'est terminé beaucoup plus rapidement en 2008, donc j'aimerais bien qu'ils nous refassent le même jeu qu'en 2008, Roger et Stan, ça serait parfait. Et après déjà 2 rencontres, on a vu une victoire de Stan et une défaite de Roger. Comment vous pensez, comment vous voyez évoluer Roger aujourd'hui avec son niveau, avec son dos, avec... Je pense qu'il est assez serein, c'est quand même un très grand joueur de tennis mondial. Donc il sait les erreurs qu'il a commises, il sait les erreurs à ne pas commettre dans cette coupe. Et je pense qu'il a bouffé du lion ce matin et il va tout donner sur le terrain cet après-midi. Super, alors allez la Suisse. Allez la Suisse. Du lion, il fallait en manger après un vendredi mitigé entre la victoire de Stan et la défaite de Roger. La Suisse a fait plus que sortir les crocs, elle ne s'est pas fait attendre et a dévoré le petit coq français. Un petit mot, qu'est-ce que vous êtes content? On va gagner la Coupe Davis. Ça va être fabuleux, La Suisse déballe devant un public fortement acquis à sa cause et s'offre un titre qu'elle attendait depuis 22 ans, la défaite de Rosset et Haslek en finale contre les États-Unis. Les Helvètes s'imposent finalement 3 points à 1 après une victoire en double de la paire Fedrinka et de celle de Federer le dimanche. Et qui dit victoire, dit fête. Les Suisses ont accueilli leur champion dans une ambiance simplement magnifique à Lausanne, ville natale de Stan Wawrinka. Un petit mot là. Ah oui, un petit mot. Ah, j'adore Roger, c'est mon ami, c'est mon idole, c'est fabuleux. Pas le temps de fêter la victoire, on parle déjà des qualifications pour la Coupe Davis 2015 en Belgique du 6 au 8 mars prochain. Le fameux petit mouvement de là, c'est le moment. Allez. Commençons d'abord par profiter de ce sacre de cette année. Un grand coup de chapeau à cette équipe qui nous a fait rêver durant toute l'année. Champion du monde, c'est pas tous les jours, alors bravo les gars. Un petit mot de volleyball avec le Chinois qui est 6ème du championnat malgré 3 défaites, une victoire face à Eisendoll, 25-18, 25-19, 24-26 et 25-19. Et pour le basket genevois, il continue de briller en ce moment. Voici ce qu'il faut savoir. On passe à la rubrique du Servette Football Club. Le CFC qui a connu un mois de novembre faste avec 3 victoires consécutives pourrait prendre la tête du championnat à égalité avec Lugano en cas de victoire face à la Praille face à Schaffhouse. Résumé et ensuite une interview de l'attaquant grenat Jocelyn Roux. À la Praille, c'est Schaffhouse qui ouvre le score à la 65e minute. Perte de balle d'Avenzini dans les 30 mètres de Schaffhouse. Contre-attaque éclair, ça passe au milieu du terrain. Erreur de la défense servétienne dans le placement et Tadic, l'ancien attaquant grenat, vient finir. Vous appréciez la magnifique finition du numéro 17. Le lob sur Müller est parfait, 1-0 pour Schaffhouse. Mais finalement ça n'en est rien, Servette et Schaffhouse se quittent dos à dos, un partout, à la Praille.
Alors Jocelyn Roux, avant ce match, donc vous restez sur 3 victoires consécutives. Qu'est-ce qui a fait que ce soir ça s'est pas continué cette série? Ouais, il a pas manqué grand chose. On avait pris vraiment le match par le bon bout. On a tout de suite été agressif. On a eu une première occasion après moins d'une minute. Après on a continué à pousser. Je pense qu'il y a un penalty flagrant sur un coup de pied arrêté qui est pas sifflé. Et voilà, ça change aussi un petit peu le match parce que contre une équipe qui jouait très bas, qui attendait et qui jouait le contre, de marquer, ça les aurait obligés à se découvrir, à jouer un peu plus. On aurait eu un peu plus d'espace, mais voilà, après on arrive à 0-0 à la mi-temps. On doit revenir avec les mêmes intentions qu'en première mi-temps. C'est ce qu'on fait. Malheureusement, on prend un but un peu bête et évitable. Mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a montré quand même du caractère pour revenir à la fin du match. Et on a vu par exemple dans les 30 derniers mètres que vous aviez un peu du mal. Comment ça s'explique cela? Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui on a eu pas mal de peine. On était très bien avec le ballon jusqu'à ces fameux 30 derniers mètres. Après on n'a pas réussi à trouver les décalages, les intervalles pour essayer de bouger ce gros bloc défensif. Et voilà, c'est un peu ça qui nous a empêché de passer les poches aujourd'hui. On n'a pas réussi vraiment à trouver ces petits décalages pour faire le centre, pour faire la dernière passe. Et c'est vraiment un peu ce qui a manqué. Et donc dernière question, on approche bientôt de la trêve. Quel est le bilan que vous tirez de cette première partie de saison? Voilà, il reste 2 matchs, on est à 2 points du leader, donc pour l'instant c'est très positif. Mais maintenant voilà, il faut pas se reposer là-dessus, il faut bien finir pour être tranquille tout l'hiver et repartir en janvier gonflé à bloc en essayant de rester le plus longtemps possible dans la course. Merci. Au niveau du résultat, les Grenats se sont imposés à Bienne et à Lausanne, mais ont fait match nul, comme vous l'avez vu, face à Chafouz à la Praille. Et au classement, les Servétiens se retrouvent à la 3e place à 2 points du leader avec 30 points. Le dernier match à suivre dans cette Challenge League, donc de la première partie de saison, ça sera face à Chiasso à la Praille le 7 décembre. Et maintenant, les classements des autres ligues. Après un mois d'octobre plutôt à la baisse avec seulement 3 victoires et 8 défaites, les Aigles devaient se ressaisir et passer à la vitesse supérieure. Retour sur le match du 15 novembre dernier contre Ambry-Piotta. Le message est sûrement passé puisqu'après 4 défaites de rang, les Grenats ont su relever la barre face à Rapperswil la veille. Il fallait donc continuer sur cette lancée contre Ambry-Piotta et quoi de mieux que l'opération Peluche pour se relancer. Dès la 10e minute, Romy offre un caviar à Mercier qui arme un superbe tir de la ligne bleue. 1-0 pour Genève Servette qui part idéalement dans ce match. Il en pleut même des peluches. Après l'euphorie, les Genevois vont vite retomber sur terre après l'égalisation léventine par Steiner avant la fin du premier tiers. Un petit puck glissé après un magnifique travail de Kevin Romy qui permet aux Grenats de reprendre l'avantage. Regardez bien comment il prend le dessus sur la défense léventine, c'est simplement magnifique. Et le spectacle continue dans le deuxième tiers-temps avec Christopher Rivera. Les Aigles se détachent du score malgré une légère domination d'Ambry-Piotta. 3-1, les joueurs se relâchent et beaucoup d'entre eux vont goûter au plaisir du banc d'infamie. Cela va amener la réduction du score par Ambry. Mais Jacquemet ne va pas laisser d'espoir aux Léventins et va inscrire le bouger. Les Grenats enchaînent donc une deuxième victoire et se relancent après un week-end à 6 points. Notons aussi que Lombardie devrait retrouver la glace des Vernets d'ici peu et que Cody Almond est attendu dans le vestiaire Grenat. Un retour qui ferait du bien pour un joueur qui a fait le bonheur des supporters la saison passée. En ce qui concerne les autres compétitions dans lesquelles le GSHC prend part, en Coupe de Suisse, les Grenats ont battu Lausanne pour pouvoir affronter Rapperswil le 15 décembre prochain en quart de finale. Et en ce qui concerne la Champions Hockey League, ça s'est moins bien passé puisque les Aigles se sont fait éliminer contre la Peranta.
Au niveau du calendrier, 5 victoires qui font du bien, dont 2 très importantes à Fribourg et à Lausanne. Au classement, Genève Servette se place en 6e position, mieux qu'au mois d'octobre. Les Genevois comptent 38 points en 27 matchs joués. Pour le programme, les Servettiens vont recevoir Lausanne, Ambri-Piotta, Rapperswil ainsi qu'Aubienne. Et les Genevois vont se déplacer à Davos pour la célèbre Coupe Spengler en fin d'année. L'actualité genevoise passée en revue, la Palen Sport ne s'est cependant pas arrêtée. C'est l'heure des infos suisses. 31 octobre, en voile, le Vaudois Nicolas Rolla devient champion du monde d'optimiste à San Isidro en Argentine. Très belle performance pour ce garçon de 15 ans qui devient le premier Suisse à remporter l'or mondial dans une telle catégorie. 9 novembre pour ses débuts au poste d'entraîneur, Glenn Hanlon, l'entraîneur canadien de l'équipe de Suisse de hockey, nouveau nommé, a pris la deuxième place de la Deutschland Cup après s'être imposé face au Canada et à la Slovaquie. Un premier mandat qui peut être que positif pour le nouvel entraîneur. 9 novembre encore, l'homme en forme en ce moment c'est Thomas Luthi et le Bernois l'a encore prouvé en s'adjugeant le GP de Valence en Moto 2. Il s'agit de sa deuxième victoire cette année et conclut sa saison en beauté. 9 novembre toujours, l'équipe suisse de poursuite s'est classée 3e de l'étape de Coupe du Monde de Guadalajara. Le quatuor helvétique, composé notamment de Stefan Kung, a battu à plusieurs reprises le record national. Objectif ultime, les JO à Rio en 2007. 15 novembre, l'équipe suisse de football termine en beauté l'année 2014 en remportant à Saint-Gall un match capital contre la Lituanie 4-0. Une victoire qui fait du bien au moral ainsi qu'au niveau comptable puisque la Suisse se positionne maintenant au 2e rang derrière l'Angleterre. 15 novembre, Sébastien Looney est champion du monde d'endurance avec son coéquipier anglais Anthony Davidson grâce à 4 victoires réalisées cette saison. C'est le second Suisse après Marcel Fessler à être titré dans une telle discipline. 16 novembre, Federer déclare forfait en finale de Masters de Londres après avoir lutté contre Stan Wawrinka la veille. Malgré cette moins bonne note, il faut souligner la belle présence des deux Suisses en demi-finale du Masters. Bravo les gars. 17 novembre, en guise de récompense pour son superbe parcours cette année grâce à une progression de 179 francs, Belinda Bencic reçoit le prix de meilleure débutante sur le circuit WTA. On espère la revoir en aussi bonne forme la saison prochaine. 28 novembre, Simon Amand remporte sa 22e victoire en Coupe du Monde à Rica. Le Saint-Gallois prend ainsi la première place provisoire du championnat du monde. 28 novembre, l'équipe suisse masculine de curling remporte la médaille de bronze au championnat d'Europe à Champéry. Le team du skips Sven Michel s'est détaché de l'Italie 8-6 en petite finale. Tandis que du côté des femmes, Binia Fletcher et ses coéquipières ont été sacrées tout simplement championnes d'Europe en décrochant l'or en dominant la Russie 8-7. Bravo à elles, elles sont déjà championnes du monde. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission, merci Pierre. Merci à tous. Et nous on se retrouve pour la dernière émission de 2014 au mois de décembre. Salut. Salut.